Mesdames et messieurs, bonjour. Enlèvement, séquestration, harcèlement sexuel, viol, grossesses infantiles, mariage forcé, mariage précoce, ces actes, vous les avez vécus. Vous les vivez encore peut-être. Et vous le savez, ce sont des formes d'abus sexuels que continuent de subir nos enfants. C'est un mal rampant, un mal avilissant qui fait que la situation des enfants n'est pas encore reluisante, puisqu'ils sont des milliers d'enfants en général et des filles mineures en particulier à subir encore le supplice. Le gouvernement l'a si bien compris qu'ensemble avec des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales ainsi que des organisations de la société civile, qu'il a lancé à l'occasion de la journée de l'enfant africain en 2017 la campagne Tolérance zéro au mariage des enfants ainsi qu'aux violences, abus et exploitations faits aux enfants. Aujourd'hui, 16 juin 2018, presque un an jour pour jour après le lancement et célébrant la journée de l'enfant africain, nous faisons le point des progrès accomplis dans la lutte pour l'élimination du mariage des enfants au Bénin, ainsi que nous évoquerons les défis à relever pour le plein épanouissement de l'enfant béninois. Pour le faire, nous recevons sur ce plateau le directeur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, M. Bruno Guerinto. Merci, monsieur le directeur, d'être là. Merci, monsieur le journaliste, de nous inviter à cette émission. Merci beaucoup. À vos côtés, commissaire Viviane Zohou. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous venez de l'Office central de la protection des mineurs, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'accepter notre invitation. Juste en face de vous, Éléonore Sogloun. Bonjour, Éléonore. Bonjour, Serge, et merci pour l'invitation. Vous êtes spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF. À l'UNICEF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à vos côtés, Roland Diagali. Bonjour, Roland. Bonjour, Serge. Vous êtes conseiller droit de l'enfant à Plan International Bénin. Tout à fait. Merci d'être là. Merci à tous de répondre à notre invitation. C'est nous. Mesdames et messieurs, lorsque l'on parle de mariage forcé ou de mariage précoce, il y en a encore qui en doutent. L'histoire que vous allez suivre est l'histoire de Senami. C'est une fille qui a subi justement ce mariage. Regardez. Année 2000, j'ai CPTO. Et bien, quand tu recours de Sawa village, au Jamba, et à quoi avec on va donner un coup de doigt, on va bien à son matin. Nous donnons pas son une paix. On va nous faire et doué pour père, tu vas donner à son matin. Donc, c'est ton poté. Là, je me ils ont tort. You know what bear. Min daddy swan and bear ye, no bobo. Me, you don't mean I bear no so in ye. Then you for a song, you might not tell you of me. See me look for me. Come it on the man who do me bone me ben or joto. Fear. Miss in car with a fee, one walk when up to look. A poor me live is into me on. Me no taking a brother me charity or belly like belly or marvel member. Today, marvel my way. Mais attendez, on l'a mis les deux temps, Bodaouli. Dès mi bien on l'a mis, mais il y a eu deux mais dès mi do, et à côté avec du gonzo, et à dire, et mi lève d'eau, et mi lève en tanya, c'est quoi son point, t'es tu peux le mettre en contrôle, un bébé, il va ouli, mais dès qu'il a formé, ou mais dès qu'il a l'homme, finalement tu peux avoir de contrôle, nous d'adore, nous d'adore pour nous. Bon, mais bon, vous fiche volonté vivre. De n'a pas bon. On a d'autres philo bona quoi, parents les colis, société. Là, va pas me aider les. Wa dorona me aider les. Et comment me va fiche bona non fin. Mais on doit assurer me tonyago. Et il y a le direct pour ika. Ils n'ont pas quoi. Dis-moi mon fils de non santé. Le pauvre pan gagalé fin.
teenager film mlando film bo film ka mlando le mi tin film we wa do won tata wa pa mi to we bible ko mi wa sun le nu ja ka bo to yen bi nu tin film we wa do ji na ze ni wa sant men de ji film wa pa mi wa fitele we na no fi bu ya so meje ni won de wa fi file eju na mi ya tile baba tile Minjale minjo mindo amini mwe pokun azon odowe to sweeta de aholu dodo ocho milosuminada asude juromi minjale maule mikanu kanu osemindo asugo. Et voilà, monsieur le directeur, des Senami, ou si vous préférez, Senami, c'est l'un de ces milliers d'enfants au Bénin qui continuent, je l'ai dit au départ, de subir le supplice. Comment se présente finalement le tableau? Quel est l'état des lieux qu'on peut faire? Merci Serge. Nous comptons au moins 3 Senami parmi nos filles au Bénin lorsque nous en comptons 10. C'est là la triste réalité qui se cache derrière une situation que nos familles, nos cultures n'aiment pas dévoiler. Et ces enfants, comme Senami, vivent et survivent à des situations atroces. Elle a expliqué ce qui s'est passé, mais au-delà, il y a d'autres souffrances. C'est peut-être la fin de son apprentissage. C'est peut-être le rejet de sa communauté. C'est autant de situations que nous vivons partout sur notre territoire, mais davantage dans la partie septentrionale, puisque les études que nous avons nous disent que dans cette partie, justement, nous atteignons les 37%, donc plus ou moins 4 filles comme Senami dans nos communautés. Alors, Monsieur Diagali, dites-nous, pour vous qui êtes la plupart du temps sur le terrain, comment est-ce que ça se présente de façon concrète? Les bureaux terrain de plan international Bénin se font régulièrement écho de plusieurs cas d'abus sur les mineurs. En effet, les mariages d'enfants avec le phénomène corollaire que sont les grossesses précoces sont régulières sur le terrain. Dans le mois d'avril dernier, par exemple, nous avons eu vent à travers nos bureaux de plusieurs cas d'abus sexuels, comme c'est le cas de ce que nous venons de suivre tout à l'heure, notamment à Kérou, à Kobli, et également au niveau de Tanguieta. Et par rapport à ces cas, nous avons l'impression que plus le temps passe, plus les cas se dévoilent, certainement conséquence de la large campagne et de plus d'attention actuellement des communautés par rapport à la campagne que nous avons lancée. Donc c'est dire que c'est un lot quotidien de toutes les organisations qui travaillent sur le terrain dans le cadre de cette lutte. Et hélas, nous sommes appelés à agir dans le sens de freiner ce genre de situation. De cette campagne dont vous parlez, tolérance zéro au mariage des enfants, on va en parler tout à l'heure et de façon beaucoup plus profonde. J'aimerais bien comprendre, Éléonore, qu'est-ce qui peut amener, qu'est-ce qui est la cause fondamentale de ces actes que les enfants continuent de subir? Merci beaucoup, Monsieur Serge. Les études que nous avons réalisées en collaboration avec le ministère de la Famille, nous avons réalisé l'étude CAP, connaissances, aptitudes et pratiques. Les déterminants de ce mariage, les populations nous ont fait connaître la pauvreté, bien, même si ça ne justifie pas le fait de marier les enfants. L'un des déterminants, c'est la pauvreté. L'autre déterminant ou cause, c'est par exemple, on veut perpétuer la tradition. Il y a aussi l'interprétation, la mauvaise interprétation des préceptes religieux. On peut te dire que dans telle religion,
on peut marier l'enfant à partir de 8 ans, alors que c'est une mauvaise interprétation de ces tests. Donc, il y a aussi le fait aussi qu'on met souvent des enfants en gage et pour honorer son engagement, on marie l'enfant trop tôt. Donc, voilà certaines causes qui nous ont été révélées lors de l'étude que nous avons menée sur le terrain. Est-ce que tout ceci, vous les avez mis, vous, monsieur le directeur, sous le vocable de pratiques culturelles avilissantes? Pas forcément. Et lorsque vous regardez certains déterminants, c'est vrai que c'est très proche de tout ce que nous appelons socioculturel, mais il y a aussi le fait que, malheureusement, l'impunité, le fait que personne n'a jamais réagi fermement pour dire que ce n'est pas bien. Nous avons eu la chance de travailler avec les leaders traditionnels et religieux dans un forum à Parakou. D'ailleurs, à la fin, ils ont pris l'engagement de nous aider dans cette campagne pour mettre fin. Et nous avons entendu que ce soit les plus grands traditionnalistes du Bénin, que ce soit les plus grands imams du Bénin, que ce soit les prêtres ou les pasteurs, nous dire qu'aucune religion et qu'aucune tradition de notre pays n'encourageait ces phénomènes vis-à-vis des enfants. Nous avons également eu la chance d'entendre notre ministre des Affaires étrangères, lorsque nous discutions avec les Américains sur le phénomène, dire au nom du gouvernement du Bénin que jamais notre pays ne saurait accepter des pratiques aussi barbares et dépassées. C'est pour dire que, au-delà de tous les déterminants, il était opportun, du constat de nos présidents, puisque c'est l'Union africaine qui nous a lancés sur la piste, de comprendre que parce que nous ne faisions rien, parce que nous nous taisions tous, que nous étions tous complices, certains avaient trouvé pignon sur rue et continuaient un phénomène qu'en fait, lorsque vous discutez individuellement avec la communauté, ce n'est pas une pratique acceptable et acceptée. Donc, on ne peut pas mettre sous un générique pratique traditionnelle et dire que le mariage forcé, le mariage précoce et tous les corollaires cités par mon collègue sont des choses admises par nos traditions. L'enfant a toujours été un être précieux et respecté dans toutes les cultures au monde. Alors, mon commissaire, lorsque l'on entend tout ceci, vous aussi, vous êtes au contact de la population. Si ça n'est pas les pratiques traditionnelles, qu'est-ce que ça peut être? Quelles sont les causes qui justifient véritablement ces agissements que l'on peut observer de la part des adultes, hein, il faut pouvoir le dire. Je dois dire qu'au-delà de la pauvreté dont Mme Éléonore a parlé, moi je dirais qu'il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance dans la mesure où on sait que le mariage forcé ou mariage précoce est interdit par la loi. Et les campagnes l'ont tout le temps relayé, et même dans des zones où les gens sont informés, ils s'entêtent à le faire. Donc moi je dirais qu'il y a l'ignorance et d'une manière ou d'une autre, ils s'attachent, ils s'accrochent à une certaine tradition qui n'honore pas notre pays. Alors, on a pu entendre, hein, Éléonore, on a pu entendre la petite Sénami qui dévoilait un peu, après avoir subi tous les assauts répétés de ces violeurs, de ceux-là qui l'ont envoyée en mariage, qu'elle a eu de sérieuses difficultés après sur le plan sanitaire. Absolument. Ce sont ces quelques exemples que Sénami a cités. Les violences faites sur les enfants, en particulier le mariage des enfants, a plusieurs conséquences. De ces conséquences, on peut citer par exemple le côté santé. L'enfant, par exemple, aujourd'hui, on note qu'au niveau de la mortalité maternelle, les femmes qui décèdent en accouchement, 1 sur 3, c'est une fille parmi ces enfants. Donc, le mariage peut amener au décès de l'enfant parce que la fille n'a pas tout le développement possible pour garder, par exemple, l'enfant.
La fille, quand elle subit le mariage des enfants, subit des violences sexuelles. Elle n'a pas le choix dans la décision de gérer sa sexualité. Elle peut attraper par exemple des maladies sexuellement transmissibles. Elle est aussi confrontée au VIH-Sida. Et sur le plan de l'éducation, ce serait l'abandon. Donc elle ne peut plus poursuivre son éducation. Et au niveau du développement, c'est aussi le cercle vicieux. Même si les parents justifient parfois pour dire la pauvreté, une fille qui a été mariée de force n'aura plus à finir ses études, donc n'aura plus un emploi décent. Ça veut dire qu'elle va toujours végéter dans le cycle de pauvreté. Et les études démontrent que si on investit dans l'éducation de la fille, on va avoir des retombées, des investissements par rapport à l'investissement qu'on a fait en enfant, on va avoir des retombées. Mais le fait d'envoyer l'enfant en mariage, cet enfant ne va pas finir son cursus scolaire, d'où elle ne peut pas contribuer au développement de sa famille. Donc on a plusieurs conséquences, même du côté psychologique. Cet enfant qui a subi ces violences, elle aura les conséquences psychologiques qu'elle peut traîner tout au long de sa vie et qui va faire qu'elle ne sera pas une femme qui jouit pleinement de tout ce qu'elle fait, participer. Elle aura toujours à remémorer de ce qu'elle a subi et c'est des chocs émotionnels pour ces enfants-là. Donc, si on peut citer les conséquences, on peut dire qu'il y a conséquences sur le plan sanitaire, éducationnel, physique, psychologique et même sur le développement économique du pays parce qu'à la longue, cette fille ne peut pas contribuer au développement de son pays. Roland Diagali, est-ce que sur le terrain, vous parvenez à expliquer toutes ces conséquences aux populations, aux communautés? Oui, les conséquences que le mariage des enfants a sur les enfants, c'est des conséquences qui sont quand même connues. Les populations, les communautés savent. Seulement, le lien qu'elles ne font pas, c'est les conséquences pour la communauté elle-même. Parce qu'en effet, comme Éléonore l'a dit, une fille qui a des problèmes de santé suite à un mariage où elle a été confrontée à des abus sexuels, c'est une charge en termes financiers pour les infrastructures et l'équipement sanitaire de la localité. L'autre chose, ça plombe les statistiques scolaires dans la mesure où elle ne va pas à l'école et donc cela perpétue le cycle de la pauvreté au niveau communautaire. Quand on passe ce cap, ce phénomène est l'illustration exhaustive de la négation du droit à la fille, du droit à la liberté d'expression de la fille, du droit de la fille d'opérer un choix réaliste et conséquent, volontaire sur son sort et son avenir. Plan international Bénin qui œuvre pour que 100 millions de filles apprennent, dirigent, décident et s'épanouissent, a pour ambition de faire un large plaidoyer pour que les différents garants de droits qui doivent expliquer toutes ces conséquences-là aux populations, expliquer toutes ces conséquences aux enfants eux-mêmes. Parce qu'après tout, les enfants mieux informés, on augmente la chance et leur capacité à faire barrage, à résister à cet assaut-là. Et donc, nous travaillons à ce que autant les communautés connaissent les conséquences de ce phénomène, autant les enfants eux-mêmes, à travers leurs groupes organisés, en soient conscients et donc s'organisent aux côtés des garants de droit pour contrer ce phénomène-là. Oui. Ça, c'est peut-être au niveau communautaire, mais lorsque nous arrivons au niveau national, comment est-ce qu'on parvient véritablement à présenter, à montrer ces conséquences au public? Alors, un des engagements, lorsque le gouvernement du Bénin lançait la campagne, c'était de briser le cycle du silence. Pour briser ce cycle du silence, il faut que le plus grand nombre de personnes soient informées. Et pour ça, d'abord avec nos partenaires, tous ceux qui sont ici, nous avons décidé carrément d'une stratégie de communication. À partir des études dont ma collègue Éléonore a parlé, nous avons essayé de faire une stratégie en tenant compte de ces déterminants. Qui faut-il toucher? Quel message faut-il passer? Et de quelle façon?
Et là, nous avons d'abord un groupe de jeunes, la plateforme Synergie d'action des organisations de jeunes de la société civile, qui nous a aidés à réunir autour de son organisation des jeunes qui nous ont monté d'abord avec leur compréhension et avec un accompagnement plusieurs productions. L'hymne qui a démarré notre émission, du théâtre. Et je me rappelle que les plus hautes autorités de ce pays, le 16 juin 2017, au lancement, ont coulé des larmes. Nous avons eu droit à des slams. Et ça, une fois que ça a été élaboré et fait de telle sorte que sur toute l'étendue, nous ayons la possibilité de dialoguer avec les gens dans leur langue, nous avons essayé de disséminer. Ensuite, il y a eu toute la campagne informationnelle, que ce soit à la radio, à la télé, mais ce qui a été le plus intéressant dans notre expérience, ce sont les dialogues communautaires. Alors, c'est des réunions qui ne sont pas des réunions organisées pour que quelqu'un vienne exposer, mais c'est un questionnement qui est adressé à la population qui fait le diagnostic de ce qui se passe dans sa communauté pour trouver des solutions. Donc, voilà comment, avec les centres de promotion sociale, les ONG partenaires, parce que nous avons dû faire un séminaire à SOS Bénin pour fédérer les acteurs de la société civile autour de la question, qui se sont distribués des communes où ces ONG sont implantées pour nous aider justement à faire en sorte que notre stratégie, telle que je viens de définir avec les produits que nous avons eus, rentre maintenant dans les communautés, dans les ménages, dans les églises, parce que ce qui s'est passé, c'est que prêtre a décidé de faire désormais et parler de ça dans son homélie, le pasteur, l'imam dans sa prêche, etc. Donc, c'est aller au-delà des simples contextes que nous connaissions de discussion et de partage d'informations pour intégrer véritablement le niveau communautaire. Voilà ce que nous avons essayé de faire sur ce plan. Alors, Éléonore, on sait que dans cette campagne Tolérance zéro au mariage des enfants, l'UNICEF, que vous représentez sur ce plateau, a joué un rôle fondamental et même stratégique. Absolument. L'UNICEF a accompagné le processus depuis le début pour accompagner le gouvernement dans cette campagne de lutte contre le mariage des enfants et ses corollaires. Et donc, dans notre appui au processus de la lutte contre le mariage des enfants, nous pouvons noter aujourd'hui de grands résultats. De grands résultats qu'on peut catégoriser en 5 ans. Ça veut dire, comme l'a dit le directeur, on brise le silence autour des questions de violence faites aux enfants. Aujourd'hui, on peut parler d'une conscience ou bien d'une prise de conscience croissante au sein de la population. Aujourd'hui, il y a plus de dénonciations sur les réseaux, dans les médias. Même vous pouvez être au bureau et on vous appelle pour dire qu'il y a tel cas de violence. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de cas de grossesse en milieu scolaire. Je pense que ce sont des corollaires par rapport au lancement de la campagne. Donc, on a brisé quand même le silence autour des questions de violence faites aux enfants. Parce qu'avant, les questions de violence faites aux enfants constituent une banalité. On peut être en train de taper un enfant là, la population, ça ne lui dit rien, parce qu'on pense que c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de voix s'élèvent et parlent des violences faites aux enfants, y compris le mariage des enfants. Le grand résultat aussi qu'on a eu, c'est par exemple la participation des enfants. Vous savez, nous sommes dans un pays où donner la parole à l'enfant n'est pas évident. On te dit, mais toi, tu es qui pour parler? Aujourd'hui, nous voyons des jeunes, nous voyons des enfants qui se sont mobilisés. On a près de 40 associations de jeunes. Et à travers ces associations de jeunes, ils informent. Le cas de Raïna qu'on a eu à Karimama, ce sont des associations de jeunes. C'est un jeune qui fait partie de l'association et qui a informé. Et on a pu sauver cette fille grâce au plaidoyer et l'implication des autorités locales. Donc les jeunes ont joué aussi beaucoup de rôles. Aujourd'hui, on peut avoir comme aussi et comme résultat l'engagement des leaders. Comme l'a dit monsieur le directeur, il y a une charte qui a été signée par les leaders religieux et traditionnels pour dire non au mariage des enfants. Et par rapport à cette charte, aujourd'hui, si on prend la communauté musulmane,
elle est prête à ne plus célébrer des mariages des enfants de moins de 18 ans et exiger les actes de naissance ou une pièce d'identité. Donc, moi, je pense que c'est déjà un acquis. Et l'autre acquis qu'on peut dire, c'est la réponse que donnent les services. Et quand on parle de services, c'est les services étatiques et les ONG. Parce que si l'enfant est confronté à une question de violence et la réponse n'est pas immédiate, elle va tomber et elle va se dire, mais qui prend mon cas en compte? Aujourd'hui, on voit au niveau de l'État, et même pour preuve, vous allez voir que dans les semaines passées, il y a le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique qui a fait sortir un communiqué pour dire les auteurs de grossesse sur les filles, on va les punir. Donc je pense que c'est déjà un engagement. Il y a par exemple l'Office central de protection des mineurs par rapport à tout le rôle qu'ils jouent. Les centres de promotion sociale qui sont au niveau du terrain jouent également leur rôle. Donc la protection de l'enfant est une question multisectorielle. Donc tous les acteurs doivent intervenir, quel que ce soit le secteur de la santé, de l'éducation pour dénoncer les cas, le référencement pour ces filles au niveau de la santé. S'ils ont des problèmes sanitaires, il faut la prise en charge. Donc, il y a tout ça là qu'on note aussi comme acquis, même s'il reste des défis à relever. On va parler des défis à relever tout à l'heure. Je voudrais revenir à vous, mon commissaire. Est-ce qu'aujourd'hui, de façon concrète, on peut dire qu'en un an, quelque chose a véritablement bougé du côté de l'OCPM? Oui, on peut dire beaucoup de choses ont bougé. Parce que grâce au lancement de la campagne, l'OCPM reçoit beaucoup de dénonciations. Des violences sexuelles, les cas de viol répétés, les cas de maltraitance. L'OCPM reçoit comparativement à l'année 2016, ce qui a fait que les statistiques que nous avons eu à faire à la fin de l'année 2017 montrent que les activités menées au niveau de l'OCPM par rapport aux procédures établies a graduellement augmenté. Et même jusqu'au début de cette année 2018, j'assure qu'on a presque fait le record de l'année 2016, quand bien même nous sommes pratiquement au milieu de l'année scolaire. Donc nous recevons beaucoup de dénonciations, même les enfants se déplacent eux-mêmes. Vous venez dire, bon, notre papa ou nos mamans nous font ci, nous font ça, nous ont privés d'alimentation, pas mal de trucs. Et on appelle les parents. Et on échange avec eux, on leur notifie les droits des enfants et qu'ils doivent respecter. Alors, visiblement, M. Diagali, tout le monde parle un peu de dénonciation qui aurait pris un peu le pas sur ce qu'il fallait. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il fallait, qu'on est en train d'avoir la dénonciation facile? Oui, c'est ce qu'il fallait qu'on est en train d'avoir, et je crois même, au regard de la situation actuelle, qu'on a un peu plus que ça. En effet, comme vous allez le constater, il y a une mobilisation générale de toutes les ONG locales, y compris celles de l'intérieur du pays, autour de cette question-là. Nous travaillons avec le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant, le FODEB, qui regroupe une centaine d'ONG locales au Bénin et qui sont structurées sur toute l'étendue du territoire national et qui délivrent des activités de plaidoyer, des activités de communication sociale, et qui sont en réseau et qui relaient instantanément tous les cas de violence et d'abus qui leur parviennent, et qui, au-delà de ça, s'assurent que, contrairement que par le passé, ces différents cas-là ont une suite en termes de prise en charge, en termes de réaction des services de l'État par rapport à ces cas. Donc, nous pouvons dire au regard de cela que nous avons un peu plus que ce que nous venons de présenter ici. Et c'est cette approche partenariale-là que nous allons continuer à promouvoir. Oui. Alors, monsieur le directeur, au-delà de tout, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est pris aujourd'hui en train de marier sa fille mineure? Le Bénin a fait un bon travail en 2015. Nos députés sont à féliciter le président de la République pour avoir non seulement voté, mais promulgué le Code de l'enfant. Et ce code est très clair, c'est interdit.
Mais l'avantage de ce code, c'est que ça a prévu également des sanctions. Alors, ce qui attend un violeur ou un parent qui accepte de marier son enfant, c'est d'être traduit devant les juridictions. Et c'est ce que mon collègue vient de dire. Aujourd'hui, centre de promotion sociale, service de sécurité publique, donc la police républicaine, ONG, travaillent en bonne intelligence pour faire en sorte qu'il n'y ait plus l'influence qui préexistait. Alors avant, un député, un maire de commune, un monsieur riche pouvait arriver, supplier, demander qu'on regarde dedans, et puis la procédure était relâchée. Aujourd'hui, dès qu'un cas est annoncé, c'est une mobilisation derrière jusqu'au moment où la personne se trouve en prison jugée. Deuxièmement, ce qui a changé, c'est que de plus en plus d'ONG sont actives avec les centres de santé pour une prise en charge immédiate. Parce que là aussi, avant, on cachait les cas, comme le cas de Senami, l'enfant pouvait souffrir, avoir une infection qui dégénère et puis même trépasser. Mais aujourd'hui, il y a une action bien organisée, bien orchestrée pour une prise en charge immédiate, extirper l'enfant s'il le faut de sa communauté si l'enfant est menacé. Et ce sont ces actions-là qui nous permettent aujourd'hui de dire que la campagne a fait quelque chose. La campagne est venue non seulement briser, n'est-ce pas, le cycle du silence, oui, mais augmenter la réalité de ce qu'on appelle la répression, qui était vraiment notre problème dans notre pays. Oui. Alors, ma question, vous imaginez, c'est à vous qu'elle s'adresse. Maintenant, est-ce qu'on réprime véritablement ou bien vous commencez, comme on le dit chez nous, à regarder dedans? Non, regarder dedans, ça c'est peut-être le passé. Oui. Mais aujourd'hui, systématiquement, tous les cas de viol, les cas d'agression sexuelle, oui, une fois l'OCPM saisi, la procédure est montée et on défère devant le parquet qui poursuit, qui engage des poursuites contre les auteurs. Ça là, c'est systématique. Et au-delà des agressions sexuelles, j'ai parlé de privation de soins et d'aliments. Par le passé, on cherchait à concilier les gens pour qu'ils s'entendent, mais aujourd'hui, un papa qui ne donne pas à manger à son enfant, on l'invite à prendre ses responsabilités. S'il ne le fait pas, on monte la procédure. Et là, le parquet nous accompagne. De toute façon, on a de bons résultats. Ça, je l'avoue. D'accord. Est-ce que tout ceci vous rassure à l'UNICEF? Au niveau de l'UNICEF, nous accompagnons tout ce processus, même s'il reste à améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on poursuit beaucoup plus que par le passé. Et vous allez voir, même dans les sentences qui sont tombées cette année, il y a des sentences au niveau du parquet où des auteurs de viol pour enfants ont été punis. Mais ils ont écopé de lourdes peines. De lourdes peines. Mais cependant, pour nous, les peines doivent être appliquées dans sa totalité. Parce que si je prends un enfant et je prends plutôt un exemple, un enfant de 4 ans qui a été violé par quelqu'un et qu'on donne 10 ans, pour nous, c'est un peu insuffisant. Parce qu'au niveau du code de l'enfant, c'est dit jusqu'à perpétuité, si l'enfant est moins de 13 ans, l'enfant a moins de 13 ans. Et donc, pour nous, c'est de faire vraiment le plaidoyer pour que les sentences-là aillent à son degré le plus élevé pour dissuader les auteurs de violences sexuelles, de violences faites aux enfants et de mariage forcé. Parce que les peines sont là, il faut les appliquer. Il faut appliquer les peines, c'est pareil pour vous, j'imagine aussi, hein, M. Diagali? Tout à fait. Le prix à payer par notre société, c'est naturellement que ceux qui posent de ces actes-là répondent de ces actes et que ceux qui sont chargés d'appliquer ces peines-là ne lésinent pas sur les moyens et à chaque fois que l'occasion se présente, que ces cas-là servent de leçon pour ceux qui seraient animés par le malin plaisir ou disons, l'ambition de faire du mariage d'enfants leur activité génératrice de revenus ou leur métier de vie. Ouais. Donc, c'est comme ça que nous allons décourager
ces genres de personnes. Il faut donc décourager la chose et puis on se rappelle la politique nationale de protection de l'enfant adoptée par le gouvernement en 2014 Le 10 octobre 2014 précisément. a fixé 2025 pour que tous ces abus, ces actes de violence, pour que tout cela soit éradiqué visiblement. On est presque à mi-parcours aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a espoir, monsieur le directeur? Il y a espoir, mais il y a beaucoup à faire. Parce que tout effort que l'on garde stagnant vous ramène en arrière. Il faut non seulement garder le cap, mais il faut, comme Éléonore et Roland l'ont dit, que nous discutions avec nos partenaires. Vous savez, ça fait très mal pour la société civile, les fonctionnaires de tous ordres, lorsque vous vous êtes battus derrière un enfant complètement détruit, psychologiquement, complètement, vraiment, il faut avoir vécu, rencontrer les cas d'enfants qui ont subi pour savoir ce dont nous parlons. Et quand vous avez fait, et qu'un monsieur, peut-être il a déjà fait 5 ans, il écope de 10 ans, cela fait 15 ans. Prenez 15 ans plus les 4 ans que la fille avait. Ça veut dire que cette fille peut rencontrer bel et bien encore son violeur. Et qu'est-ce que ça peut être? C'est pourquoi il est urgent que nous passions à des sanctions vraiment exemplaires. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que nous ayons des structures capables d'aider ces enfants. Le Bénin, le dernier recensement des centres d'accueil et de protection des enfants et leur catégorisation nous prouve que nous en avons plus ou moins 274 qui s'occupent des enfants en situation difficile. Mais à peine sur les 274, vous compterez 10 qui prennent en charge des enfants de cette catégorie. Qui plus est, ce n'est pas encore l'accompagnement qu'il faut. Parce qu'un enfant qui a été violé, ce n'est pas en lui disant de bons mots tous les matins que 6 mois après, l'enfant est guéri. Donc, on a besoin d'avoir de ces structures spécialisées avec du personnel qualifié qui accompagne durablement et ces enfants. C'est quelque chose que nous devons faire et qui doit accompagner notre campagne. Donc, au niveau des services, le continuum de services et la qualité de services est encore amélioré. C'est vrai que... Qui doit le faire? Alors, pour ça, nous avons encore eu l'appui de nos partenaires. Aujourd'hui, à la police, je lui laisserai la parole pour ça. Mais au niveau des affaires sociales, nous avons eu la chance de former 27 formateurs nationaux et de programmer en 2018 la formation de tous les responsables des centres de promotion sociale. Ça nous fait quand même 84 sur le territoire parce que toutes les communes en ont et qui auront la charge de remplir quelque chose de très important pour nous, le paquet minimum d'intervention. Le paquet minimum d'intervention, c'est lorsque j'accueille Senami, qu'est-ce que je fais jusqu'à ce que Senami soit réhabilité? C'est comment je l'accueille. C'est comment je l'oriente. Elle l'a dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai perdu le temps pour l'envoyer faire son bilan de santé? C'est comment je lui donne à manger pour que, en plus de sa souffrance, donc c'est tout un paquet qui a été vraiment bien travaillé et que maintenant, chaque acteur doit pouvoir mettre en œuvre au profit de chaque enfant en situation difficile, mais plus encore des enfants comme Senami. Et ça, ce sont les préoccupations actuelles sur lesquelles nous travaillons, le renforcement des capacités pour améliorer le continuum des prestations et leur qualité. Oui. Commissaire Zou, quelle est la perspective ou quelles sont les perspectives pour vous aujourd'hui à l'OCPM pour accompagner ce processus? Nous en avons plusieurs. Dans un premier temps, je dirais que nous avons l'ambition d'étendre, de créer les antennes départementales de l'OCPM sur toute l'étendue du territoire, précisément au niveau des départements. Et dans ce sens, je puis dire qu'il y a à Zakota, par exemple, il y a un centre de type OCPM qui est déjà créé, donc on doit pouvoir rendre ça fonctionnel. Et au-delà de ça, on a un projet, et c'est imminent, la création de l'ancienne antenne OCPM Parakou. Et en dehors de tout ça,
Nous avons sur le terrain des points focaux grâce à l'UNICEF qui nous a aidés à former 40 fonctionnaires de police qui constituent les points focaux au niveau des départements, au niveau des unités de police avec 10 unités focales installées. Et ces points focaux évoluent au niveau de ces unités pour pouvoir faire fonctionner le système et prendre en charge les enfants comme cela se doit. En dehors de ça, je puis dire que toujours dans la perspective de prendre en charge convenablement les enfants, l'UNICEF nous a aidés à former 24 fonctionnaires de police. Et ces formateurs, ce sont eux qui ont dupliqué la formation au niveau des points focaux. Je crois, en février 2018, il y a un manuel, je dirais, les procédures opérationnelles standardisées qui, avec l'appui de l'UNICEF, a été élaboré et mis à disposition de l'OCPM et qui a mis ça à la disposition des unités focales chargées de la répression ou de la prise en charge des enfants. Donc, et sous peu, il y aura l'inauguration de ces points focaux. C'est déjà programmé et nous allons commencer peut-être par Tenji et Segwana. D'accord. Alors, Éléonore, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent actuellement? La campagne, il faut la renforcer, cela c'est clair. Oui, et après? La campagne, normalement, elle est faite sur une période de 3 ans. Ouais. Donc, on l'a lancée l'année passée. On continue les actions cette année et l'année prochaine également, on va continuer les actions. Les perspectives aussi, c'est d'accompagner le gouvernement et eux, au sein de la population, à avoir une ligne de dénonciation. Aujourd'hui, on n'a pas quelque chose de formel où la population peut appeler et dénoncer de façon anonyme. Donc, on va accompagner le gouvernement à avoir cette ligne. Donc, ça nécessite qu'on investisse sur le personnel au niveau de la gestion de cette ligne, qu'on arrive à obtenir le numéro court par rapport à cette ligne et qu'on fasse la réponse parce qu'il ne sert à rien de dénoncer et de ne pas avoir la réponse. Donc, quand le cas est dénoncé, il faut que les services soient aptes à dénoncer. Et l'une des perspectives, c'est de faire en sorte aussi que les certificats médicaux soient vraiment rendus gratuits. Parce que quand l'enfant subit des violences et qui doit donner la preuve qu'elle a subi de violences au niveau de l'hôpital, on va lui demander de fournir le certificat médical, mais avant ça, il faut payer. Et le parent, peut-être, dans certaines mesures, n'est pas en capacité de payer ça. L'autre chose comme perspective aussi, c'est de dire nous devons avoir un système d'information pour pouvoir gérer les cas. Aujourd'hui, vous pouvez savoir quel nombre de cas au niveau de l'OCPM, quel nombre de cas au niveau d'une ONG, mais on n'a pas quelque chose de centralisé. Parce que si on a une situation centralisée, on pourra dire quelles décisions programmatiques on prend par rapport vraiment à cette lutte et pour avoir beaucoup plus d'effets. Oui. Alors, M. Diagali, quelles sont les interventions en cours chez vous? Les interventions en cours chez nous sont essentiellement menées au niveau de nos zones de concentration. Ainsi, dans l'Atakora, par exemple, nous avons la campagne Zegromis, zéro grossesse en milieu scolaire, portée par Madame le préfet de l'Atakora et qui réunit l'ensemble des ONG de la zone et qui fait véritablement école aujourd'hui. Et c'est une expérience que nous étendons dans le Zou et le Koufo. L'autre chose, nous sommes, avec nos partenaires du FODEP dont je viens de parler, en train de développer une stratégie de plaidoyer d'influence pour solliciter l'engagement au sommet de l'État sur cette question de mariage d'enfants. Parce que, voyez-vous, si les choses ont marché en ce qui concerne les faux médicaments, si les choses ont marché en ce qui concerne la lutte contre l'installation anarchique dans les rues, l'engagement du chef de l'État devrait se faire sur le mariage des enfants pour qu'en se prononçant ainsi, ça sonne la fin de la récréation concernant ce phénomène-là. Et c'est sur cette question que nous avons l'intention de travailler aujourd'hui avec nos ONG partenaires pour solliciter du chef de l'État qu'il s'engage ouvertement sur cette question et publiquement pour que les gens prennent la mesure de ce qui est en train de se passer.
Donc vous avez besoin de lui-même en réalité. Oui, de lui-même, du chef de Peut-être l'État en par un personne. message ou quelque chose du Un genre. message télévisé, relayé dans tous les recoins du Bénin pour que le dernier des Béninois sache que le chef de l'État du Bénin n'acceptera désormais pas entendre qu'un enfant du Bénin est victime de mariage d'enfants, qu'un enfant du Bénin est victime de violences et abus sexuels. Et vous savez très bien dans notre pays que quand le chef de l'État dit quelque chose, tout le monde s'aligne. C'est ça l'autorité. Et il devrait pouvoir le faire en ce qui concerne les enfants du Bénin qui lui sont si chers et pour lesquels il a toujours montré de l'intérêt. Ouais. C'est votre plaidoyer, c'est le plaidoyer de tout le monde d'ailleurs pour que ce soit fait. Et je suis persuadé que le chef de l'État, il vous aura entendu, il nous a entendu. Et parlant de messages, je voudrais vous faire voir celui de Marjolaine Lokossou. Elle est enfant-mère de la commune de Dangbo. Et pour Marjolaine, c'est que le mariage des enfants, qu'il soit forcé ou pas, ça n'est pas une bonne chose. C'est clair comme message et puis elle indique un peu tout ce que les uns et les autres peuvent faire pour accompagner cette lutte. C'est ce que nous essayons déjà de faire, comme on l'a dit sur ce plateau, en brisant déjà l'omerta sur le mariage des enfants. Quelques messages avant Oui, remercier déjà mon collègue qui est dans son rôle de société civile et engagée sur les questions de l'enfant en disant qu'effectivement, tout le travail du ministère des Affaires sociales avec notre cabinet, notre ministre, c'est justement de faire porter au plus haut, n'est-ce pas, le message sur la protection des enfants et de profiter pour voir comment l'État investit davantage dans ce qui pourrait accompagner donc cela. C'est également de remercier, et c'est très important de le faire sur votre plateau, tous nos collègues qui sont dans la police républicaine, qui sont dans les centres de promotion sociale, qui sont dans les ONG et qui, partout, aujourd'hui, traquent, n'est-ce pas, les contrevenants, tous ceux qui abusent de l'innocence des enfants. De remercier les enfants, parce qu'on n'aura jamais eu l'occasion plus que jamais, comme ça a été le cas, d'avoir leur engagement à travers d'abord la plateforme, mais également, comme Marjolaine appartient par exemple à l'organisation des enfants mères, c'est des enfants qui prennent sérieusement position, qui opinent, et c'est comme ça que nous avons l'assurance que, comme vous l'avez dit, la politique nationale de protection de l'enfant, en son axe 1, a dit que l'enfant doit être son premier protecteur. C'est l'engagement. Faire en sorte que dans les CEG, dans nos ateliers, dans nos quartiers, dans nos églises, partout, des enfants soient capables de dire non lorsqu'il s'agit de violences faites à leur égard. Et c'est pourquoi, en plus de la ligne, il y a tout un travail que nous faisons avec déjà une ONG partenaire, CIPCRE, et de faire en sorte que nous ayons des endroits au-delà de la ligne d'assistance où des enfants peuvent aller se plaindre sans se faire repérer parce que la peur aujourd'hui fait que beaucoup n'osent pas s'y aller. Mais il y a des techniques qui ont donné des résultats ailleurs que nous voulons essayer dans les établissements, dans les lieux publics pour qu'un enfant, un adulte qui a vu, qui a entendu puisse s'y aller sans être victime de son courage de s'y aller. Alors, c'est déjà la fin. On va prendre quelques 30 secondes chacun pour un mot. Je commencerai par vous, commissaire. Je vous remercie beaucoup. Je remercie l'UNICEF pour l'accompagnement. Parce que l'UNICEF fait beaucoup pour les enfants. Et j'avoue que la détermination de l'UNICEF a fait que dans nos curricula de formation, les policiers systématiquement qui iront à l'école seront formés sur la question de la protection de l'enfant. Ça là, c'est un grand pas. Et ce ne serait plus seulement une question de spécialisation. J'invite toute la population à nous aider pour protéger réellement les enfants par les dénonciations. Et il ne faudrait pas qu'ils aient peur
de venir vers l'OCPM ou une unité de police pour dénoncer les cas de violence exercée sur les enfants. Merci beaucoup, commissaire, d'être venu sur le plateau. Roland Diagali. À mon tour de remercier l'UNICEF Ouais. parce que c'est l'institution leader qui nous guide au niveau du pays. Et Plan International Bénin se réjouit d'être sur ce chantier-là avec l'UNICEF et nous jouerons bien notre partition en ce qui concerne la protection des enfants et la défense de leurs droits. Merci encore, Éléonore. Merci, Roland. Éléonore. Ok, merci beaucoup. Pour l'UNICEF aussi, c'est une occasion de dire merci aux partenaires qui ont pris quand même la campagne ensemble avec nous. Et je voudrais réitérer l'engagement du management au plus haut niveau à toujours continuer à accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre le mariage des enfants et demander aussi à la population, à chaque personne, à chaque acteur, de dire que la protection des enfants contre le mariage, les violences sexuelles, le viol, c'est la responsabilité de tout un chacun. Et comme l'a dit Roland, appeler également le chef de l'État au nom de l'UNICEF pour qu'il puisse s'engager. Bien vrai, dans les actions, c'est engagé, mais le dire également, c'est un grand pas. Et donc, nous allons aussi demander, vous allez voir, on n'a pas parlé des artistes, mais les artistes ont joué beaucoup de rôle dans cette campagne. Donc, chaque acteur, où qu'il soit, dans chaque commune, dans chaque communauté, doit savoir que la lutte contre le mariage des enfants, la tolérance zéro, c'est la responsabilité de tous et de chacun. Merci beaucoup, Éléonore. On va terminer avec... Oui, nous sommes la veille donc d'une autre journée de l'enfant africain, où l'Afrique nous appelle cette fois-ci à ne laisser aucun enfant en marge du développement durable. C'est un engagement, c'est très grand, de ne pas dire qu'au-delà du phénomène de mariage des enfants avec ses corollaires, nous avons des enfants, 1 sur 2, travaillent au Bénin. Que 9 enfants sur 10 au Bénin subissent quotidiennement les autres formes de violence physique, les châtiments corporels, psychologiques, les injures, le bannissement. Que nous avons des enfants handicapés cachés dans nos maisons. Que nous avons des enfants qui, à cause de leur viol, sont définitivement bannis de leur famille. Demain, on nous demande qu'aucun enfant béninois ne soit laissé pour compte. C'est encore un appel au président de la République. Il en fait beaucoup, mais c'est peut-être le moment de montrer que notre pays fait école. Et remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. Et je vous remercie. Merci beaucoup à toutes et à tous. On l'aura dit et vous l'avez compris vous également. Nous avons toujours dit dans ce pays que l'enfant est un bien précieux. L'enfant est un être précieux et cher. Il reste désormais que nos actes ils soient conséquents et qu'ils soient et restent cohérents avec ce que nous professons, avec ce que nous confessons. Un enfant reste un enfant et un enfant, ça ne fait pas d'enfant. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Baru bi mi tole, oh baru bi mi tole mi wallo. Baru bi mi